très inquiétant, c'est ce que font des entreprises canadiennes avec le support diplomatique, financier du Canada, partout à travers le monde. On avait entendu parler au Québec des agissements des minières canadiennes en Afrique. On se rappellera le livre qui était paru chez Éco-Société, Noir Canada, par Alain Deneau, qui avait vraiment levé le voile et qui avait popularisé, qui avait vraiment donc rendu public des agissements extrêmement problématiques des entreprises canadiennes en Afrique autour de l'industrie extractive. Mais ce qu'on a moins entendu parler, c'est des agissements des entreprises canadiennes en Amérique du Sud, et elles sont extrêmement présentes. Carlos travaille notamment sur ces enjeux-là au Chili. Alors, peut-être, Carlos, peut commencer par nous faire encore là un portrait général des agissements des minières canadiennes en Amérique du Sud. Quelles sont les problématiques liées, quels sont c'est quoi les défis auxquels les populations locales font face? Merci, bonjour. Je vais essayer de développer mes idées en français, si vite que possible. J'ai vécu à Montréal, ça fait très longtemps. Je faisais partie de la vague des exilés de la dictature de Pinochet. Et avec l'appui du gouvernement de Québec, à l'époque, l'évêque, M. l'évêque, on a réussi à sauver des gens qui sont arrivés ici au Québec. Alors, je faisais partie de ces gangs-là qui on était arrivés. Ça fait très longtemps. Pourtant, c'était très intéressant et important pour moi d'être ici parce que on voit maintenant qu'il y a, à l'époque, on avait la violation des droits humains, droits de la personne, de façon plus brutale de la part des dictatures militaires appuyées par les États-Unis. Et maintenant, on voit on est dans une différente phase de la violation des droits de la personne et des droits humains dans les mains des compagnies minières, des compagnies transnationales, un peu partout dans le monde, notamment en Amérique latine, en Afrique, et ici même dans les communautés traditionnelles et le peuple autochtone. C'est-à-dire, on fait face peut-être à une dynamique différente, mais à la fin, dans le dernier demi-siècle, c'est un viol constant des droits de la personne, des droits humains, maintenant déguisés dans le contexte de la crise économique, mais aussi de la violation, maintenant plus souvent, de l'environnement, de la nature. Pour nous, la question de l'extractivisme est devenue un peu plus complexe. Avant d'atterrir sur la question, l'impact de compagnies minières canadiennes à l'Amérique latine, je voudrais dire quelques mots sur la question extractiviste. À notre avis, l'extractivisme aujourd'hui, c'est une stratégie de développement, c'est une stratégie pour sortir de la crise du capitalisme, des crises multiples que le capitalisme fait face aujourd'hui. Après seulement l'extractivisme, ce n'est pas seulement minière, ce n'est pas seulement pétrolier, mais c'est aussi, on peut analyser l'extractivisme dans le côté de la question des forêts, dans la pêche, la production agricole. À l'Amérique latine, au moins, les compagnies transnationales visent à établir une extraction permanente vers un peu tout, les produits agricoles, de la pêche, de la forêt et même le pétrole. Alors, pour nous, à notre avis, le débat qu'il y a en Amérique latine, c'est comment on confronte la question de l'extractivisme. Ce n'est pas seulement une question d'argent, ce n'est pas seulement une question de que ces gens-là sont des mauvaises personnes. Ils ne sont pas des mauvaises personnes, les capitalistes. Ils ne sont pas très mauvais. Ils sont très mauvais, peut-être. Ils ne sont pas mauvais, ils sont très mauvais. Mais c'est ça qu'on fait face. C'est-à-dire, vis-à-vis de la question extractiviste, nous avons une crise, une critique plutôt idéologique et politique. Parce que c'est une façon de vivre, c'est une stratégie de développement qui nous affecte quotidiennement. Alors, les Canadiens, incluant les Québécois, sont à peu près entre 1300 et 1400 projets actifs minières à l'Amérique latine. Il y a à peu près 300 compagnies canadiennes minières qui sont basées ici, soit à Toronto, Québec, ou à Vancouver, Alberta,
qui ont des opérations en Amérique latine. Aussi, on a 4 provinces du Canada qui font des affaires actives avec l'Amérique latine, qui produisent équipements dans les mines, technologie, des produits de tout genre. Là, je venais dans mon vol du Chili à Toronto, à l'Ontario. Je me suis rendu compte, là, que je rentrais dans l'avion, qu'en première classe, il y avait beaucoup de gens. Il était très content, très heureux d'être en première classe. Il avait tous des chapeaux, couleur avec les logos de différents projets miniers qui se développent au Chili ou à l'Argentine, parce que c'est une zone qui vient de l'Argentine aussi. Mais nous, les gens, on allait vers l'arrière de l'avion. Ça se voit dans tous les aspects, dans tous les secteurs, c'est-à-dire la contradiction entre accumulation, concentration de capital et pauvreté, ou la brèche entre pauvreté et richesse, ça se voit dans tous les aspects. Alors, les compagnies canadiennes, qu'est-ce qu'ils font en Amérique latine? L'année 2007-2008, il y a eu des consultations à travers le Canada pour établir que l'État canadien allait appuyer les compagnies minières canadiennes seulement s'ils allaient respecter les droits de la personne, les droits de l'environnement, les droits des travailleurs. Mais à la fin de la consultation, c'est un processus à travers le Canada. Il y avait des gens qui ont venu de l'Amérique latine. Je participais à Toronto, à l'époque j'étais à Toronto. Et on a fait le débat sur la responsabilité corporative, en français, des corporations. Parce que l'idée c'était qu'ils devraient respecter ailleurs les principes, plus les règles, plus hauts qui à l'époque existaient au Canada et qui devraient respecter ça partout, n'importe où, pour avoir l'appui, notamment de l'État canadien, ça veut dire de la société canadienne en général. Mais on a failli. Le Parlement canadien à Ottawa a voté contre cette idée de que les compagnies canadiennes devraient respecter les droits des travailleurs, de l'environnement, des femmes, des communautés autochtones, tels qu'ils devraient le respecter au Canada. Alors, ça, c'est pas quelque chose de nouvel. C'est-à-dire qu'il y a une construction politique, idéologique de l'État canadien, des élites canadiennes pour développer l'extractivisme comme une politique d'État. Ce n'est pas le gouvernement Harper, ce n'est pas la province d'Ontario, le Québec. C'est une politique d'État. C'est l'État canadien qui est là. C'est l'État canadien qui produit l'impact. Parce qu'il est en répatriation des capitaux. Hein. Et je ne veux pas abuser de ça, mais ce n'est pas seulement pour le bénéfice de ces lignes. Ça bénéficie aussi la société canadienne en général, avec cette répatriation-là. Le problème, c'est que maintenant, l'extractivisme est implémenté un peu partout. On a déjà mentionné ce qui se passe ici au Canada, le Canada anglais, le Québec, le nord du Québec. Parce que cette vague s'implémente un peu partout dans le monde. Même les projets miniers dans les cordons polynésiens qui partent de l'île de Pâques, on appelle, jusqu'à Vanuatu, en passant par les Philippines. C'est-à-dire que l'extractivisme est devenu une sorte de maladie capitaliste et simplement un peu partout. Et je veux emphasiser sur la question du capitalisme parce qu'on vit dans le système capitaliste. On ne peut pas accuser autre système des problèmes qu'il y a. Les impacts qu'il y a, je voudrais vous donner des exemples, soit à Guatemala, au Pérou, à l'Argentine, à la Colombie, au Chili, et partout, au El Salvador, où partout, les compagnies minières canadiennes, on parle de 3 attaquent les communautés, violent les droits des peuples autochtones, et aussi la souveraineté. J'ai une liste, j'avais une présentation écrite en anglais, alors j'essaie d'accommoder ça
faire une traduction simultanée avec moi-même, parce que finalement, le respect que j'ai pour le Québec, même si je ne vis plus ici, c'est un respect pour vous tous, c'est un respect pour l'histoire, parce que beaucoup de Chiliens, hommes et femmes, ont sauvé leur vie, parce qu'ils ont eu l'appui des Québécois, des Canadiens, mais ici, très fort, des syndicats, des organisations de femmes, de l'Église au Québec, notamment le Québec-Chili, des gens qui sont âgés comme moi, peut-être se rappellent de ça. Pouvez-vous approcher votre micro un peu quand vous parlez? On a un peu de peine à vous entendre. D'accord. Donc, on va essayer, comme si on était dans la rue, on parlait aux gens, on essayait d'animer les populations à réagir contre l'extractivisme. On verra ça. Alors, les compagnies canadiennes, notamment, violent la souveraineté sociale à l'Amérique latine. Ils exploitent d'une façon indiscriminée n'importe quelle région, n'importe où ils trouvent les métaux, ils vont là. C'est pas grave s'il y a des gens. C'est pas grave s'il y a de l'eau, s'il y a des fleuves. Même l'agriculture communautaire. L'impact des toxiques, comme on disait auparavant ici à l'Alberta, dans tout le processus pour arriver au Québec, c'est pareil, c'est la même chose. Des particules toxiques sur l'environnement. La contamination de la terre, de l'eau potable. Il y a une région au nord du Chili où les gens ne peuvent plus boire de l'eau potable. Il faut qu'il y ait des salinismes, on dit ça, de l'eau de la mer. On parle d'une ville de 1 million de personnes à Antofagasta, au nord du Chili. Parce que les compagnies minières, les mines, qui sont la plupart opérées par les compagnies canadiennes, sont passées à la Cordillera de Sand, dans les montagnes élevées, où de l'eau se produit, créée par la neige, les glaciers, comment on dit? Les glaciers, en français, et c'est toute cette eau-là, au moment par Alberta, est utilisée par les compagnies minières. Et ce qui n'utilisent pas est contaminé par le déchet toxique, un peu partout, et partant de Santiago. Alors, les droits des travailleurs, les droits des femmes et des hommes qui travaillent dans les mines sont affectés. Leur santé, parce que la plupart des projets sont à l'altitude, mais surtout, il y a un viol de la culture des communautés. Il y a une invasion culturelle en même temps. Parce que le capital qui en arrive, ce n'est pas seulement l'argent qui arrive, c'est une façon de vivre, d'agir, de consommer. Et c'est ça que les compagnies canadiennes font à l'Amérique latine un peu partout. Un peu partout aujourd'hui, comme les Américains ont fait ça avant. Ça commence à devenir très dangereux. Merci beaucoup, Carlos. C'est ce qui est peut-être encore plus... tu l'as mentionné rapidement, mais étant donné que ces entreprises-là sont enregistrées au Canada, souvent à la bourse de Toronto, parfois de Montréal ou de Vancouver, ce qui est peut-être encore plus révoltant, c'est de savoir que probablement que la plupart d'entre nous, pas moi, à mon jeune âge, mais la plupart probablement des travailleurs et des travailleuses au Québec financent ces entreprises-là à travers leur fonds de pension, à travers leur placement. Et ça, c'est très inquiétant de savoir que c'est non seulement l'État, mais chacune d'entre nous qui, à travers la médiation financière du capitalisme avancé, participons au financement de ces entreprises-là et donc des projets dont tu nous as parlé localement. Malheureusement, ton indiscipline avec le temps te prive de ta deuxième question. On va passer immédiatement. On va revenir ici au Québec avec M. Jean Léger qui, comme je le disais, milite contre les projets d'oléoduc qui sont à nos portes, en fait, depuis les dernières années. Parce que, comme le disait Patrick, il y a des projets d'expansion des sables bitumineux. Le problème, c'est que les projets de pipeline dont Patrick parlait par les États-Unis ou par l'Ouest sont ralentis par des mobilisations. Le gouvernement libéral récemment élu en Colombie-Britannique a annoncé son refus du pipeline d'Enbridge qui devait faire déboucher les sables bitumineux sur l'océan Pacifique.
au niveau de Keystone Excel, c'est pas bon. La porte n'est pas fermée complètement, mais disons que le processus est long et il y a une réticence au niveau de l'administration Obama de faire passer le pipeline, ce qui veut dire qu'il reste l'Est. Il reste l'Est et la porte vers l'océan Atlantique, elle est gardée par le Québec. Et c'est pour ça que les projets de pipeline se multiplient de notre côté, parce qu'il faut faire sortir le pétrole lourd et il faut que ça passe par le port de Montréal. Et c'est pour ça que des projets de pipeline s'en viennent. Et heureusement, il y a des mobilisations citoyennes qui sont déjà en train de se préparer contre ces projets-là. Peut-être que je commencerai, Jean, par simplement te demander de présenter ces mobilisations-là. Qu'est-ce que Covo? Comment êtes-vous en train de vous organiser pour bloquer ces projets? Bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce matin aussi, là, malgré la belle température qu'on a dehors, qu'on a souffert toute la semaine. Alors, c'est ça. Alors, nous à titre de coalition, alors moi, je vais parler simplement là, à titre de la coalition et non pas de ce qui se passe précisément là, comme à Mirabel, mais qui englobe. Alors, c'est le même tout. Nous sommes des groupes citoyens, alors des mobilisations citoyennes qui se sont, depuis, je dirais, le début de l'année, se sont rencontrées de façon assez fréquente, tous les 3 semaines environ, pour justement mettre sur pied une coalition. Parce que bon, on était tous, en fin de compte, des groupements qui étaient actifs, mais chacun dans nos régions respectives. Alors, puis en plus de ça, il y a des regroupements qui sont beaucoup plus actifs les uns que les autres, comme dans n'importe quelle situation de mobilisation, que ce soit au Québec ou ailleurs. Là. Alors, comme par exemple, je vous dirais qu'il y a des mobilisations, par exemple au niveau de Rigaud, avec nos amis, par exemple, des citoyens au courant, qui sont beaucoup plus mobilisés. Alors, des citoyens aussi, que je vous dirais, en Estrie, qui sont beaucoup plus, parce qu'ils ont eu à faire face par le passé aussi à la mobilisation citoyenne avec Enbridge, alors qu'ils sont plus mobilisés que nous. Alors, moi, je vous dirais que la situation, par exemple, dans les Basses-Laurentides, elle est plus en éveil. Alors, elle était plus au niveau léthargique. Et puis, il y a eu comme un réveil plus brutal là, par rapport à ça. Alors, nous, on s'est à ce moment-là, dans nos réunions, rejoint alors à essayer de parler sur un même diapason, sur un même niveau, pour voir où en était la situation à l'heure actuelle. Et de là est née cette coalition-là afin de rejoindre tout le monde et que tout le monde puisse avoir les mêmes données et parler d'une même voix, une seule et même voix. Alors, je vous dirais, en termes de nombre, je ne peux pas vraiment aujourd'hui vous dire combien nous sommes. Parce que bon, c'est très éparpillé là, au niveau, par exemple, des origines de ces groupes-là, leur mobilisation personnelle, tout ça. Alors, mais on est plusieurs centaines de personnes, ça c'est certain. Peut-être même un millier, je vous dirais, de plus sympathisants actifs, là, qui sont un peu répartis, là, je vous dirais, sur pardon, cette ligne-là, cette ligne de 9B pour laquelle nous parlons ici ce matin, là, qui concerne les audiences publiques de l'Office national de l'énergie en cours. Et cette coalition-là, ben, je vous donnerai peut-être les groupes là, qui se sont joints à elle pour vous donner une idée à peu près de qui est là-dedans. Alors, il y a Justice climatique de Montréal, qui est un groupe très actif ici à Montréal. Il y a Greenpeace, bien entendu, là, avec Patrick, Québec, la section Québec. Il y a Équiterre. Il y a les citoyens au courant, que je vous disais tantôt, qui viennent de Rigaud. Environnement jeunesse, moi que je connais moins, mais qui sont très actifs ici aussi, plus au niveau Montréal. Il y a Nature Québec qui s'est jointe à nous. Moi, je fais partie des sympathisants qu'on a fondés, là, qui s'appellent, disons, sympathisants de la coalition Vigilance Oléoduc des Basses-Laurentides, qui est plus mon secteur à moi, là, bon, Argenteuil, Mirabel, en fait compte aussi Mascouche, Terrebonne, tout ça, par où passe l'oléoduc. Il y a le Conseil des Canadiens qui s'est joint à nous tout récemment. L'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique qui s'est jointe à nous. Alternative, j'imagine, se joint à nous. Et c'est ça, c'est un mouvement qu'on voudrait, nous, grandissant, de façon à ce que tous les mouvements, en fin de compte, quels qu'ils soient, se mobilisent autour d'un projet comme celui-là, qui n'inaugure rien de bon. Là, je veux dire, on en a parlé tantôt là, avec Patrick Bonin, par rapport à tout l'enjeu environnemental à grande échelle. Et c'est ça. Alors, nous demandons expressément là,
par l'intermédiaire de ce regroupement-là, de cette coalition-là, une exigence de la part du gouvernement du Québec. Alors, nous demandons, en fin de compte, une tenue d'un BAP ou de toute autre étude environnementale, en fin de compte, qui soit rigoureuse, publique, transparente, complète, afin d'examiner les enjeux environnementaux et socio-économiques. Alors, comme on parlait tantôt, l'amont et l'aval aussi par rapport à ce projet-là, parce qu'on ne peut pas se préoccuper seulement du tuyau. Alors, je pense que le ministre Blanchet va nous annoncer très bientôt quelque chose comme un BAP, mais qui ne parle finalement que de la mécanique du tuyau. Et ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça, parce que finalement, il faut parler aussi là-dedans de tous les enjeux liés au gaz à effet de serre. Et aussi, il y a une motion, comme vous savez, je crois que c'est la semaine dernière, venant des libéraux, réclamant un échéancier précis pour devancer le ministre, alors qu'il était un échéancier qui ne devait pas freiner, en fait, compte l'échéancier qui est donné déjà par l'Office national de l'énergie. Nous rejetons cet argument-là et nous croyons que s'il y a un BAP ou toute autre étude valable, que nous considérons valable, nous, au niveau du ministre de l'Environnement, elle ne devra pas comporter d'échéancier. Elle doit être faite en bonne et due forme et prendra le temps nécessaire afin que toute la population du Québec puisse s'exprimer, non pas aussi ceux qui sont concernés par l'oléoduc dans leur territoire. Merci beaucoup, Jean. Peut-être une deuxième question avant de penser à Mélissa. Il y a un sondage qui a été publié. Bon, on pourrait débattre de la valeur de ces sondages-là, mais quand même, il y a un sondage qui est sorti la semaine dernière dans le journal Le Devoir qui dévoilait que 60% des Québécois et des Québécoises seraient en faveur de l'inversion du pipeline et donc de la venue du pétrole lourd des centres bitumineux au Québec. Ça, c'est un constat qu'il faut faire. Il y a pas de fond. Et je pense que ça nous pose des défis. Je ne dis pas qu'il faut se résigner à cette situation, mais il y a un défi de mobilisation citoyenne qui est très important, parce qu'on voit qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui est séduite par les promesses des entreprises et du gouvernement en termes notamment de création d'emplois. Ma question, elle est pas facile, en fait, c'est comment renverser cette tendance-là, comment, peut-être dans un premier temps, comment expliquer qu'il y a une opinion publique qui, pour le moment, en tout cas, semble plutôt favorable, et comment renverser cette tendance-là, comment vous, en tant que militant de la coalition COVO, faites face à ces arguments-là et quel est votre plan de match pour renverser la situation? Bien, comme vous le savez tous, les médias au Québec sont une concentration de médias, je veux dire, qui ne sont pas vraiment à la gauche. Alors, en fin de compte, je crois que ce que les citoyens reçoivent comme information, c'est très fragmenté. Et on ne reçoit pas de façon exhaustive tous les tenants aboutissants justement concernant une information qui soit claire et qui donne beaucoup de perspectives sur les enjeux qui nous pointent au bout du nez, comme on parlait tantôt, là, par rapport aux augmentations de GES là, qui sont un précédent historique là, de 400 ppm par million qu'on n'a jamais vu de l'histoire planétaire, là, du moins contemporaine depuis des humains qui existent sur Terre. Alors, mais tout de même, là, on constatait justement dans le sondage CROP, là, qui était commandité aussi par la Fédération des chambres de commerce du Québec, qui sont assez sympathiques justement aux pétrolières, et l'avouent ouvertement, hein, en fait, compte, c'est un discours pratiquement qui est commandé même par l'industrie pétrolière, en fait, compte. Mais on voit tout de même que là-dedans, si vous regardez attentivement ce sondage-là, vous regardez que dans les régions où il y a eu beaucoup plus de mobilisation citoyenne, les taux ont tendance à être beaucoup plus bas au niveau de l'appui par rapport à... Parce que là, la question était précise, c'était directement lié à l'inversion de cet oléoduc-là et les bienfaits que ça pourrait amener au Québec au niveau de les emplois, au niveau de l'autonomie canadienne par rapport à l'apport des pétrolières, alors qu'on ne soit pas dépendant des pays extérieurs. Mais vous voyez que lorsque les citoyens reçoivent plus d'informations pertinentes, sont plus mobilisés, alors c'est clair que les chiffres aussi parlent. Et je pense que ce que ça prouve présentement, c'est qu'il n'y a pas assez d'informations qui circulent au Québec par rapport à ça. C'est difficile de le faire. De la transmettre, cette information-là. On a des lobbies extrêmement puissants qui travaillent contre nous. On a, je crois, 18 lobbyistes présentement à l'Assemblée nationale qui modulent le cerveau des députés au jour le jour. Et à ce moment-là, c'est très dur pour nous d'arriver dans le bureau d'un ministre et essayer de le convaincre du bien fondé
d'aller vers les énergies vertes, alors que lui, il se fait marteler au jour le jour, justement, que le bien fondé vient de l'Alberta et non pas des groupes environnementalistes du Québec. Alors, je crois que le travail reste tout à faire et que la mobilisation citoyenne est notre seul, en fait, compte, notre seul garde-fou contre cette industrie-là, mais ça va être difficile, effectivement. Merci beaucoup, Jean. Et puis, on va terminer cette première ronde par Mélissa Molène-Dupuis du mouvement Idle No More, parce que, heureusement, bon, ça a été 3 présentations peut-être pas très réjouissantes, mais on peut quand même se rassurer du fait que, ici au Canada, et on y reviendra pour les mobilisations en Amérique du Sud avec Carlos plus tard, mais pour le moment, ici au Canada, contre ces projets-là, que ce soit au Québec ou plus dans l'Ouest canadien, il y a des mobilisations. Et récemment, on a eu, je pense, un grand vent de fraîcheur en voyant le mouvement Idle No More surgir comme ça, alors que personne vraiment, au fond, ne l'attendait, surgit au départ de la grève de la faim d'une chef en particulier, mais finalement, c'est beaucoup élargi. Le mouvement Idle No More, Mélissa en a fait partie, et je pense que ça rappelle à quel point les communautés autochtones, ici et ailleurs, sont au centre et vont devoir être au centre des mobilisations contre les projets extractivistes. Alors, peut-être pour commencer, quelle a été, à l'intérieur du mouvement Idle No More, la place accordée à ces thématiques-là, des ressources naturelles, de l'extractivisme en général? À quel point est-ce que c'était important dans votre mobilisation? Je te dirais que c'était central. D'ailleurs, pour moi et Ouidia Larivière, l'autre organisatrice qui a commencé le mouvement à Montréal, c'était vraiment le fait qu'il y avait des protections importantes aux eaux, aux rivières, aux lacs. Et on a juste été abasourdis quand on a appris ça. On se disait, mais pourquoi, comment, quelle raison? Et qu'on a commencé à se mobiliser par rapport à ça. C'est là qu'on a compris que c'était en lien avec les sables bitumineux. Et on s'est demandé, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait permettre des gens de venir, d'extraire du territoire, des territoires occupés par des peuples des Premières Nations, et de laisser derrière de l'eau contaminée qui présentement fait déjà des ravages dans les communautés. Je pense à une très belle activiste que j'ai rencontrée dernièrement, Mélina Massimo-Laboucan, qui était dans un des panels de Greenpeace, et elle nous a fait voir un documentaire sur sa communauté, qui était justement pas loin de Fort McMurray, en Alberta, et elle expliquait qu'il y a eu beaucoup de bris de pipeline autour de sa communauté. Il y a beaucoup de puits aussi d'extraction qui sont placés autour de la communauté. Et à un moment donné, il y a eu un bris qui était tellement grave que pendant 5 jours, les enfants n'ont pas pu aller à l'école parce que les fumes qui venaient brûlaient les yeux, empêchaient les gens de respirer. Et ça a pris 5 jours à Environnement Canada pour réagir et venir avertir la communauté qu'il y avait eu un bris de pipeline et que c'est pour ça qu'il y avait un inconfort. Et c'est là où on voit, nous, les peuples des Premières Nations, qu'il y a un deuxième traitement pour la population autochtone et pour la population non autochtone. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de racisme environnemental ces temps-ci, parce qu'il y a énormément des projets d'extraction qui se passent, que ce soit les mines, puis on parle d'extraction aussi du milieu naturel, c'est-à-dire les coupes de forêt, le sable bitumineux, l'uranium aussi, qui a failli être un des gros projets. Eh bien, on voit tout le temps ça sur des territoires qui sont occupés ou utilisés par les Premières Nations. Et le monde se demande, mais pourquoi les droits autochtones, pourquoi c'est si important? C'est parce que c'est le dernier droit collectif qui est encore inscrit dans la Constitution canadienne depuis 1992. L'article 35 protège les droits ancestraux autochtones. Ces droits ancestraux-là, c'est les droits d'utiliser le territoire, de continuer les activités que l'on fait depuis avant l'arrivée du colonisateur, de l'arrivée européenne. Et le monde ne comprend pas, c'est parce qu'ils veulent faire de l'argent. Il y en a qui veulent faire de l'argent, je suis désolée. Il y en a qui sont écœurés d'être pauvres, qui sont écœurés d'être ignorés. Alors ils disent, ben moi je vais signer, puis je suis tannée que ce soit, excusez-moi l'expression, il y a toujours les Blancs qui gagnent l'argent sur notre dos, sur notre territoire. C'est à notre tour de ne plus être pauvres. Et qui vont dire oui, ils vont dire oui à des projets d'extraction, mais il y a énormément aussi des peuples qui ne veulent pas voir le territoire détruit parce qu'on a quand même une philosophie qui dit que tu ne peux pas faire un projet, tu ne peux pas faire quelque chose à ton territoire sans penser aux 7 futures générations à venir. Et quand tu as un gouvernement qui est là pour 3-4 ans, eux, c'est pas les 7 générations, c'est les 3-4 prochaines années qui vont peut-être leur garantir un autre 3-4 prochaines années. Puis combien ils peuvent se mettre dans leur poche pour le package de retraite. Alors, on ne peut pas vraiment faire confiance à ça. Et c'est souvent, malheureusement, le modèle qui est présentement en cours, c'est on vote, puis on se désintéresse pour 3-4 ans.
Puis je le sais parce que moi, avant I Don't Know More, d'ailleurs le titre I Don't Know More, c'est-à-dire fini l'inertie, fini l'inaction. Moi, je dis pas que c'est pour les autres, hey, bougez-vous, là, faites quelque chose, c'était pour moi. Parce que quand je me suis rendu compte que j'étais inactive, que j'étais en inertie, j'étais dans mon salon à écouter la télévision, à me poser des questions, comment je vais me payer des dividendes, comment je vais faire ci, puis là, je vois ces lois-là qui arrivent, puis je me rends compte que je suis en train de laisser faire ça en tant que citoyen, en tant que matante d'enfants qui vont vivre sur ce territoire-là, qui va être massacré, excusez-moi, pour des intérêts présents et pas pour les 7 futures générations. Et c'est très difficile de faire changer les gens, parce que moi, j'étais confortable. Je me dis, regardez, je suis gros dur. Je suis pas en famine. Mais je me rends compte, par exemple, que ce confort-là est en train aussi de me tuer parce que ça me rend malade. Premièrement, je donne tout un exemple. Le modèle de l'extraction, je trouve que c'est comme mon diabète. Je suis diabétique. Puis quand on m'a annoncé que j'étais diabétique, je trouvais ça horrible. Je me dis, mais comment je vais faire? Je peux pas arrêter de manger sucré. J'aime ça le sucre. C'était l'horreur. Puis pendant un bout, j'ai préféré ignorer ça carrément. Jusqu'à ce que ça me rende encore plus malade. À un moment donné, il a fallu que j'agisse, puis que je commence à faire face à ce problème qui était mon diabète. Et maintenant, je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu voir ça aussi grave, aussi effrayant? Ça se gère très bien. Mais c'est la même chose, hein? Quand on extrait, puis on se dit, ah mon Dieu, on ne pourra pas vivre sans pétrole, mais on peut vivre sans autant de pétrole, parce que présentement, nos besoins, c'est pas ce qu'on met dans nos désirs. Nos besoins sont minuscules par rapport aux désirs. Tout le monde va avoir 2 chars, une grosse maison, une tondeuse, mais ce n'est pas nos vrais besoins véritables. Et présentement, on fait abstraction au fait que ces désirs-là sont en train de prendre à crédit sur les générations qui s'en viennent. À chaque fois que je consomme, je surconsomme, je me sens bien, il y a un rush de bonheur, mais je prends sur mes neveux, mes nièces, mes petits-enfants que je vais peut-être avoir un jour, et que j'ai peur de mettre au monde à cause que justement ce système-là est en place. Donc, c'est de se changer soi-même pour pouvoir permettre ça. Et c'est pas si inaccessible, c'est pas si effrayant. C'est juste qu'il faut faire le premier pas. Puis regardez, il y a quand même un petit peu de sucre devant moi. J'espère qu'un jour, il y en aura plus. Merci beaucoup, Mélissa. Alors, peut-être pour compléter ce que tu disais au sujet des fuites, hein, il y a le réseau Global News qui a sorti récemment un chiffre assez impressionnant sur le nombre de fuites seulement pour les pipelines albertains qui transportent du pétrole lourd qui proviennent des sables bitumineux. Donc, ce chiffre-là ne considère pas les autres pipelines, il ne considère pas les pipelines dans lesquels passe en fait du pétrole léger ou du gaz naturel. Donc, seulement les pipelines albertains qui transportent du pétrole lourd, il y a eu dans les 37 dernières années plus de 60 000 fuites, ce qui représente 2 fuites à chaque jour depuis près de 40 ans. Donc on voit que ça a des conséquences profondes, non seulement sur l'environnement, mais sur les populations qui sont autour. C'était pour compléter justement ce que tu disais en termes de fuite. Tu pourras réagir à ça, mais aussi nous parler de ce qui s'en vient au niveau du mouvement I Don't Know More. Est-ce que c'est bon? Évidemment, avec les médias et leur rapidité, on a souvent l'impression que ça lève rapidement et que ça tombe rapidement. J'imagine que c'est pas très fidèle à ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, peut-être, qu'est-ce qui s'en vient au niveau du mouvement I Don't Know More? Quelles sont les prochaines mobilisations? Quelles sont vos priorités? Parfait. Eh bien, quand on parle justement des sables bitumineux d'Alberta, on parle aussi des bassins de contention. Présentement, je parle juste dernièrement, la semaine dernière, à Fort McMurray, il y a eu des inondations. Et je veux dire, ces bassins de contention-là ne sont pas fermés et closes. Ils sont même déjà en communication avec les bassins humides. Donc, présentement, il y a des gros risques de contamination du territoire humide, là où est-ce que les gens chassent, pêchent, boivent l'eau, mais plus maintenant, parce que c'est rendu que dans certaines communautés où est-ce qu'il y a l'extraction des sables bitumineux, les gens sont obligés de faire venir de l'eau en bouteille pour pouvoir boire, alors qu'il y a des lacs gigantesques, des rivières gigantesques, et les poissons, les caribous, les élans ont tous pas des cancers, mais quasiment des tumeurs jaunes, gluantes, mais les gens sont obligés de manger la viande, ils tassent la tumeur, ils gardent le reste, et l'animal est quand même malade, et des taux de cancer énormes. Donc, ça se passe aujourd'hui. Alors, même si on n'est plus la saveur du mois, parce qu'à un moment donné, au mois de décembre, ça a été la grosse mode, I Don't Know More, I Don't Know More, et il y a encore beaucoup d'actions qui se passent. Et je veux dire, on n'est pas le premier mouvement autochtone à exister. Il y avait la crise d'opium qui a eu lieu, il y a Defenders of the Land, il y a plein d'autres groupes autochtones qui se sont organisés, mais on n'est jamais des chouchous des médias. Ce qui nous a donné du pouvoir cet hiver, ça a été ceci. C'est grâce aux médias sociaux
qu'on réussit à se communiquer les uns avec les autres. C'est comme on dit, le signal de boucan est un peu plus fort qu'autrefois, mais ça a vraiment un impact et ça nous permet même de nous organiser entre pays. Alors, il y a un I Don't Know More Chili, il y a un I Don't Know More Pérou, il y a un I Don't Know More Australie, et ça, c'est des causes autochtones qui sont à travers le Canada et à travers le monde. Même les Samis en ont du I Don't Know More. Alors, c'est juste pour dire que c'est pas à cause qu'on n'est plus dans les médias qu'on n'est plus en action. Et la preuve, c'est que quand en 91, 92, il y a eu la crise d'Oka, le monde a dit « Hey, il y a encore des Autochtones! » On avait disparu pendant 100 ans, on a fait « Hey! » On n'était pas cachés dans le bois, là. On existait, c'est juste qu'on n'a jamais favorisé les causes autochtones dans les grands médias. Et les nombres de choses que vous ne savez pas qui se passent dans nos communautés. Mais nous, on sait ce qui se passe dans les vôtres, puisqu'on partage le même poste de télévision. Donc, on espère apparaître de plus en plus par rapport aux grands médias, comme pas étant quelque chose qui apparaît une fois de temps en temps. Puis juste comme un exemple, hier, il y a eu des arrestations assez solides et très violentes pour des manifestants du fracking en Nouvelle-Écosse, des porteurs de pipes qui ont été arrêtés. Donc, c'est juste pour se dire, si j'avais été il y a 30 ans, là, j'aurais jamais su pour ces gens-là. Puis là, ça nous permet de faire une solidarité. Et ça nous permet de faire une solidarité aussi avec les causes non autochtones. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à Montréal, on a la plume rouge. C'était pour montrer qu'on était solidaires avec d'autres causes que les nôtres. Parce que c'est pas juste les Autochtones qu'on veut sauver en faisant réaliser ce qui se passe dans l'environnement canadien, c'est aussi les populations qui habitent là, c'est-à-dire vous. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont l'argent dans les poches. C'est pas nous autres habituellement. Donc, c'est vraiment de commencer à travailler ensemble et d'arrêter d'ignorer les causes autochtones et de voir les causes autochtones et les causes non autochtones comme deux causes séparées. C'est d'ailleurs pour ça qu'on invite les gens le 21 juin à venir marcher avec nous autres. Pas pour tant une cause sociale, mais que pour juste célébrer ensemble. Parce que c'est bien beau de se battre ensemble, mais on peut aussi festoyer ensemble. Donc, le 21 juin, qui est la journée nationale des Premières Nations au Canada, nous, on va faire une party, une marche pour souligner ça, pour souligner notre présence. C'est les 6 mois d'action qu'on a à Montréal, justement, en lien avec I Don't Know More Québec. Oui, quand, le 21 juin? 21 juin, place Jacques-Cartier. Ça va être à 1h l'après-midi. Nous, c'est une journée c'est l'équivalent du 24 juin pour les Québécois, donc c'est une journée qui est fériée. C'est pour ça que c'est en après-midi, mais vous êtes les bienvenus à venir marcher. D'ailleurs, on a eu beaucoup d'appui, que ce soit de Greenpeace, que ce soit, j'ai une liste lacée, on en a eu de plein de gens parce que nous-mêmes, on doit être solidaires avec des causes comme celle des étudiantes à laquelle moi j'étais solidaire et qui m'a, elle, motivée justement à me bouger, dans le fond, à arrêter l'inertie. Donc, on n'est pas des îles, on est plutôt un grand continent. On devrait travailler ensemble. Et c'est une solidarité importante. Je pense qu'il y a une responsabilité aussi pour les mouvements sociaux québécois et canadiens, disons les mouvements sociaux blancs, d'être en solidarité, d'inclure dans leur discours l'impact des différentes mesures.